d'être là avec Vanessa pour vous présenter ce projet. Donc les slides sont en anglais, puis nous on va parler en français, qui s'intitule « De la salle de classe à la place de jeu, évaluation du rôle d'une intervention en classe d'éducation physique sur les capacités physiques, les compétences sociales, émotionnelles et le bien-être des jeunes adolescents. » J'ai fait une petite traduction là, spontanée de notre titre. On est toute une équipe. Là, c'est tout simplement nos deux noms parce que c'est nous qui présentons. Mais il y a aussi une autre équipe encore de soutien ici en Suisse. Et puis en particulier, on est en collaboration étroite avec le professeur Kezang Sherab et le docteur Pema Chopel au Bhoutan pour cette étude. Donc on va la présenter en duo. Je commence. Juste pour le contexte géographique, c'est une étude qui a lieu au Bhoutan. Et le Bhoutan, c'est ce petit pays, si vous voyez là, qui est un tout petit pays dans l'Himalaya, qui est coincé entre cet immense pays qu'est la Chine et ce grand pays très 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 densément peuplé qu'est l'Inde. Et c'est un tout petit pays là, au milieu, qui a comme particularité de jamais avoir été colonisé. Donc c'est un pays qui, de ce fait-là, a des traditions, une culture qui est encore très très riche, très très forte, même si le pays est très fortement influencé par ses voisins, que ce soit l'Inde, que ce soit le Tibet. Hein, c'est une langue, leur langue par exemple est quasiment la même que celle du Tibet. Mais ils ont très très peur de la Chine, donc peu d'influence de la Chine officiellement. Nos deux partenaires au Bhoutan, le professeur Kezang Sherab et le docteur Pema Chopel, qui sont là en habit traditionnel, qui est un habit qu'ils doivent porter, donc c'est obligatoire pour le travail. Ouais, ça s'appelle le go. Le port du go est obligatoire dans tous les contextes professionnels. Et là, ils sont particulièrement beaux et décorés, et ça, c'est l'équivalent de la cravate. Franchement, ça en jette par rapport à la cravate. Donc, c'est l'habit traditionnel. Et ils sont, les deux, ils travaillent dans l'université publique et le Para College of Education à Paro. Et puis, maintenant, professeur Kezang Sherab travaille aussi au Royal Thimphu College. Royal, vous voyez tout de suite, ça c'est un élément très important au Bhoutan, ça a été une royauté, un royaume on dit, hein, j'ai la Kingdom en tête, jusqu'en 2008, et c'est que depuis 2008 que c'est une démocratie. Donc d'où vient cette étude? Alors, elle vient pour des histoires personnelles, de liens que nous avons toutes les deux avec le Bhoutan, et c'est pour ça le Bhoutan, mais je ne vais peut-être pas revenir là-dessus pour des questions de temps. Mais ce qu'on sait maintenant de l'éducation physique, de la gym, hein, on pourrait appeler ça la gym, on appelle ça communément en langage commun la gym, c'est que la plupart des études qui ont étudié les effets de l'éducation physique viennent de pays à haut niveau socio-économique, high income countries. Ce qu'on sait de ces études-là, c'est que l'activité physique régulière chez les enfants et les adolescents améliore la santé physique, mais améliore aussi la santé mentale et améliore les compétences sociales, émotionnelles, en particulier l'autorégulation, l'estime de soi et la gestion du stress, de l'anxiété, et globalement un effet sur le bien-être. L'école est évidemment l'endroit où c'est idéal d'implémenter ce genre d'activité, et c'est le cas dans la plupart des pays du monde, parce que ça donne l'accès à tous les enfants à l'éducation physique, indépendamment de la bonne volonté des parents. Et puis, donc dans la plupart des pays et au Bhoutan, en fait, l'éducation physique fait partie des cours obligatoires. Pour des raisons d'organisation de faisabilité, ce n'est pas toujours fait. Donc, pas tous les enfants ont l'éducation physique à l'école, mais c'est obligatoire. Le contexte bhoutanais, donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a eu des changements majeurs dans les 20-30 dernières années, avec un pays qui était un royaume jusqu'en 2008, qui était complètement fermé, il n'y avait pas d'internet, c'était vraiment très 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 fermé. Et puis dans le dernier roi, donc pas le roi actuel, a vraiment souhaité ouvrir le pays au monde, à l'Occident. C'est lui qui a proposé que ça devienne une démocratie. Il a voulu moderniser, connecter le Bhoutan avec des effets positifs, mais également avec des effets délétères qui sont des aspects
négatives sur la santé mentale, le suicide, plus de drogue, plus de discrimination, une détérioration des valeurs. C'est un pays qui a des valeurs très très fortes qui sont liées au bouddhisme. C'est un pays bouddhiste. Le bouddhisme fait vraiment partie intégrante. Ah, je suis déjà en train de dépasser le temps, donc j'y vais plus vite. Ça, c'est le roi qui a démissionné pour son fils. Et ça, c'est un super film, si vous voulez voir, qui illustre bien ces changements qui ont eu lieu. La gym à l'école, comme je disais tout à l'heure, ça dépend quand même de la motivation de certains profs, de l'école, et les professeurs ont peu de formation. Professeur Kezang Cherab est un formateur en sciences de l'éducation, de gymnastique, d'éducation physique, mais pas tous les professeurs ont eu de leur temps accès à cette formation. Et puis, il y a peu de terrain, de sport, etc. Donc, l'objectif de notre projet était de déterminer l'impact d'une intervention d'éducation physique à l'école sur la santé physique, le physical fitness, que je ne sais pas comment dire ça, les capacités physiques, sur les compétences socio-émotionnelles et sur le bien-être chez les enfants en âge qui sont encore à l'école primaire supérieure, en tout cas 12-14 ans, les jeunes adolescents au Bhoutan, avec le but plus général d'avoir un impact international sur l'éducation en faisant ce lien éducation physique et bien-être qui dépasse nos pays à haut revenu, d'avoir une influence sur les gouvernements bhoutanais pour vraiment soutenir cette pratique et puis pour, comme je disais tout à l'heure, sortir de nos études qui étudient essentiellement le contexte au niveau socio-économique. Et je te donne la parole. Merci. Et je vois que j'ai déjà dépassé, je suis désolée. Je vais essayer d'aller un peu vite. Donc, pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on avait prévu à la base. Donc, voilà l'illustration globale du research plan qu'on a prévu. À la base, je veux dire, quand on a développé l'étude, on l'a enregistré dans ce registry de clinicaltrial.gov, qui fait qu'on a un peu un espèce de standard méthodologique. Et donc notre but, c'était de faire avec Kezang et Tema ce methodological partnership, dans le sens où, évidemment, eux ont une connaissance du terrain que, évidemment, nous, on n'a pas du tout. Ils ont une connaissance de leur culture, de leurs écoles. Et puis, l'idée, c'était que nous, on puisse leur donner un soutien, disons, au niveau méthodologique et statistique et puis méthodologique, pour pouvoir prouver de manière plus scientifique et contrôlée que l'éducation physique au Bhoutan peut aussi avoir un impact positif, comme on peut le voir dans plein d'autres pays du monde. Donc, je vais vous parler très très vite parce que c'est hyper intéressant, mais donc, en fait, ce qu'on entend par ce programme d'intervention en éducation physique est en fait tout dans ce livre qui est vraiment un livre bhoutanais développé au Bhoutan par des profs et des éducateurs bhoutanais. Et en fait, c'est pas seulement une éducation physique, en fait c'est carrément du holistic development presque. C'est comment développer l'éducation physique, enfin c'est comment utiliser l'éducation physique, mais pour développer d'autres compétences socio-émotionnelles et des compétences d'être humain, en fait, et puis d'être dans une société bhoutanaise. C'est vraiment ça. Et donc, c'est juste pour vous illustrer. Donc ça, c'est sur la première page de ce livre, qui est un livre, en fait, pour donner des indications aux enseignants. Il y a le 5e roi qui est là. Et puis, on peut voir... You must work with integrity, you must keep learning, keep working hard, and you must have the audacity to dream big. Donc voilà. Et puis, donc de nouveau, pour vous donner une idée, que ce n'est pas seulement cet aspect d'éducation physique, mais il y a tout un aspect de développement personnel aussi dans ce livre qui est publié au Bhoutan et qui est en fait l'intervention qu'on va tester. Donc quand on parle d'éducation physique, c'est un peu plus que ça. Au niveau de notre design, donc en fait on a 3 écoles qui ont été 3 écoles, donc 2 écoles qui ont été randomisées. Il y a une école où il n'y a pas du tout d'éducation physique, alors que c'est censé être quelque chose qui est déjà implémenté. Mais il y en a une où il n'y en a pas du tout. Et en fait, les deux où il y avait déjà un petit peu, donc à raison peut-être de 40 heures par semaine, mais pas tellement, voilà, un peu comme ci, comme ça.
Dans ces deux-là, elles ont été donc randomisées avec une où on a vraiment implémenté cette intervention et l'autre qui est restée comme avant. Et donc il y a plus que ça, un petit peu plus que ça, mais il y a à peu près 120 enfants, on est plutôt à 140 peut-être, enfants par école, et puis qui sont alors l'équivalent bhoutanais c'est grade 7 et 8, mais on va voir, et puis ils étaient censés avoir entre 12 et 14 ans, mais on va voir que c'est un peu différent en fait dans les faits. Au niveau de nos mesures, donc on fait une évaluation avant et après intervention, vu qu'on a nos 3 écoles qui sont censées aussi être nos contrôles. Donc on évalue la capacité physique sur différents aspects. Et puis on a des questionnaires pour les enfants eux-mêmes ou les ados, et puis pour les parents. Donc on a toute une gamme de questionnaires, mais en gros, on évalue grosso modo les compétences socio-émotionnelles et puis le bien-être. C'est un peu ça qu'on a ciblé. Ouais, mais c'est plus self-regulation. Ouais. Et puis, donc, vous avez probablement, si vous faites de la recherche, tous entendu parler de ce REDCap, qu'on pensait être une excellente idée, parce que du coup, ça permet d'avoir un truc qui est méthodologiquement fiable, vu qu'on peut facilement envoyer les questionnaires à toute une partie des participants. On va voir ce qu'il en est en réalité. Donc, voilà, pour vous donner une idée, donc tout a été mis sur REDCap pour pouvoir avoir une collecte de données centralisée. Ça, c'était aussi le timeline qu'on avait décidé à la base, avec une collection des datas pré-intervention en février, l'intervention qui durerait jusqu'en juillet, et puis une collection post-intervention en août. Ça, c'était donc sur le papier. Maintenant, comment ça s'est passé en vrai? Franchement, on n'est pas si loin, mais quand même. Donc, comment ça s'est passé en vrai? Alors déjà, on a eu une espèce de shift de timing, on pourra rediscuter de ça, mais il y a notamment eu l'anniversaire du roi, qui a duré pendant un mois, je pense. Donc il y a eu une espèce de shift où en fait, plus d'autres problèmes, la collection des données s'est faite un peu mars-avril, puis ils ont commencé l'intervention en mai, et puis du coup on fera la collection post, a priori en octobre. Donc, comment s'est passée cette acquisition de données? Donc, au niveau des questionnaires, déjà, en fait, on a beaucoup discuté avec les amis PEMA sur comment mettre ça en place. Le problème, c'est que en Suisse, si on utilise REDCap, on prendrait les adresses e-mail et puis, en fait, on ferait un espèce d'envoi automatique à travers REDCap de toutes les adresses e-mail en fonction de quel groupe ils appartiennent. Voilà. En fait, au Bhoutan, pas tout le monde du tout a une adresse e-mail. Nous, notre REDCap est localisé à l'Université de Lausanne et on peut aussi envoyer sur des téléphones portables si on collecte les numéros de téléphone, mais ça ne marche pas. Ça marche avec pas mal de numéros européens, mais pas du tout avec les numéros bhoutanais. Donc voilà. Et puis, on s'est dit, du coup, ok, ce qu'on va faire, c'est que, très bonne idée de PEMA, de dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les enfants et on va les inviter en fait à venir remplir les questionnaires à l'école sur des ordinateurs qui vont leur être mis à disposition. Puis on ouvrira déjà les pages pour qu'ils puissent remplir les questionnaires. Pareil pour les parents, on les invitera à venir à l'école. Sauf que manque de bol, en fait, on n'a pas les mêmes connexions au Bhoutan, les mêmes connexions Internet au Bhoutan qu'on a ici. En fait, il y a pas mal de coupures. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte selon ce qu'on fait au Bhoutan. Mais en fait, REDCap n'aime pas du tout ça. Et donc, si c'est coupé au milieu et qu'on n'a pas validé le questionnaire, en fait, on perd les données. Donc voilà, ça a été un peu du foin, on va dire, un mess. Et du coup, PEMA s'est rabattu sur tout faire en version papier pour être sûr d'avoir les données. Donc ça leur a fait beaucoup de travail à PEMA et puis aux enseignants qui avaient accepté de participer aussi. Voilà quelques photos des enfants qui ont participé. Donc là, ils font les évaluations, les évaluations des compétences physiques. Et puis, on avait prévu dans le budget aussi des petits cadeaux pour les remercier. Donc apparemment, ils étaient contents des cadeaux. Ok, alors. Donc suite à ça, nous, on était toutes contentes parce que quand même, on était tous contents parce qu'on a ces datas quand même pré-intervention qui sont très riches. Mais vu qu'on n'a pas de numéro de téléphone et on n'a pas vraiment d'adresse email qu'on a pu collecter, en fait c'est très compliqué
de matcher un enfant avec un parent. Quel parent appartient à quel enfant ou quel enfant appartient à quel parent. Donc nous, en fait, on a dû demander les noms. Donc déjà, éthiquement, pour des Suisses, des Européens, c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Mais du coup, on a dû demander les noms de tout le monde et ensuite pouvoir faire des matchings entre les deux. Donc, sauf que les noms, ils s'appellent tous Pema, ils s'appellent tous Chopel, ils s'appellent tous Kezang, ouais, des Sonam. Puis en fait, c'est un peu des combinaisons de tout. Et puis, des fois, les parents remplissent un certain nom, puis en fait, les enfants, ils remplissent un autre nom, même si, évidemment, nous, on a mis full name, mais bon, voilà, c'est jamais vraiment... sur le papier, on se dit que c'est bien, mais en vrai, après, c'est pas si facile. Les dates de naissance, pareil, on a demandé les dates de naissance, mais des fois, sur quelques-uns, ils se sont trompés, ils ont mis la date du jour, enfin, voilà. Donc, il y a eu c'était un travail de détective comme ça, de savoir comment on peut faire pour pouvoir retrouver. Finalement, ce qui était vraiment incroyable, c'est qu'on a réussi à matcher quand même 409, sachant qu'on en avait 284 x 2 à la base. Donc voilà, on a pu en matcher quand même pas mal. Donc au niveau... Il est 16 minutes. Ça va? Je peux continuer? Oui. Bon, là, c'est ce qui est... Bon, voilà, c'est hyper intéressant. Donc, finalement, par école, je vais aller un peu vite, du coup. Par école, on en a eu donc 109, 178 et 122 parents-enfants qui ont été matchés. Donc, on est super contents. Voilà, ça, c'est la distribution d'âge. Donc, on voit qu'en fait, il y a une distribution d'âge qui est hyper large, donc qui va de 10 jusqu'à 19 ans. Mais ils sont tous dans ces classes-là. Donc en fait, ça fonctionne un peu différemment que chez nous. C'est pas aussi strict sur les âges et sur les... Voilà. Je pense qu'il y a des enfants qui peut-être passent des classes, d'autres qui passent pas des classes. Donc voilà. Mais grosso modo, on a quand même ce gros qui est entre 12 et 14 ans, quoi. Grosso modo. Ce qui était rigolo de voir, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes dans toutes les écoles, enfin beaucoup plus... C'est pas significatif, mais quand même, au niveau visuel, il y a quand même plus de filles que de garçons qui vont à l'école. Il y a principalement des Bhoutanais, très peu d'autres nationalités. Ça aussi, c'est hyper intéressant, c'est l'éducation des parents. Et en fait, dans l'éducation des parents, donc comme disait Rosia, cette espèce de modernisation s'est faite en 2008 plutôt, mais déjà avant, ils avaient déjà commencé à vraiment mettre en place l'école un peu obligatoire pour tout le monde. Et en fait, il y a beaucoup, ces dernières 50 années, il y a eu une espèce de grosse augmentation d'enfants qui vont à l'école pour atteindre presque 100%, peut-être entre 90 et 100 aujourd'hui. Mais du coup, on voit qu'il y a beaucoup de parents quand même, entre 20 et 30%, qui n'ont jamais été à l'école. Donc évidemment, ça on ne voit pas chez nous. Et puis il y a aussi beaucoup de parents qui sont partis de l'école sans avoir aucune qualification. Et puis il y en a très peu qui ont... mais quand même pas mal. Hein. 10% qui ont quand même été... Ouais. Et seulement cette génération-là en Inde. Ouais. Au niveau de qu'est-ce que les parents font dans la vie, donc là de nouveau on a beaucoup de parents qui sont à la maison et de parents qui sont agriculteurs, pas mal de fonctionnaires aussi. Et puis aussi on était intéressé de savoir quel était leur salaire ou disons leur niveau socio-économique subjectif. Donc là, il devait dire je considère le salaire ou le revenu de ma famille comme étant et donc plus ou moins comparable au niveau de la population, mieux ou moins bien. Et donc on voit quand même à peu près 50% qui disent qu'ils sont comparables et plutôt pas beaucoup qui disent qu'ils sont en dessous de la moyenne. Voilà. Donc ça on peut faire ensemble. Donc ça c'est juste pour vous donner un petit peu quels étaient les challenges un peu rigolos du coup de cette étude. Enfin rigolo. Donc on a beaucoup de plaisir à travailler avec Kezang et Pema et c'est très très intéressant. Mais donc il y a pas mal de challenges. Ouais, alors voilà. Ouais. On nous dit, ah non, mais là on peut pas, c'est l'anniversaire du roi. Donc nous on dit, ok, alors vous commencez la semaine prochaine. Ah non, mais l'anniversaire du roi c'est pas un jour. Tout, alors je me souviens plus exactement, mais c'est 3 semaines, quelque chose comme ça, où tout s'arrête en fait l'anniversaire du roi. Donc des choses comme ça où pour nous c'est pas le 1er août. Voilà, c'est pas le 1er août. Voilà, ça Voilà, t'en as parlé. Voilà, ça t'en as aussi déjà parlé. Oui, alors ça c'est aussi un point intéressant. Hein. Alors on le connaît chez nous aussi,
Mais là, c'était vraiment fort. Donc, à la base, en fait, c'est Vanessa et Pema qui ont vraiment monté cette étude, qui ont pensé à cette étude. Et puis... C'est surtout Pema, en fait, qui est venue nous voir en disant j'aimerais faire ça. Ouais. Mais quand le professeur Kezang est là, c'est lui qui dit, c'est lui. Et puis c'est Pema qui est sur le terrain, donc c'est lui qui comprend les challenges aussi. Donc il a vraiment ça en tête, alors que c'est vrai que Kezang, il a pas une vision terrain, quoi. Mais ils exercent, je dirais, lui, il exerce son autorité de façon extrêmement agréable. Oui. Ouais. Ah ouais. C'est très chou. Ouais. Ça, je pense que la fois, ça nous a le plus fait rire. On avait un Zoom, et puis là, on a professeur Kezang qui est en habit traditionnel, et puis derrière lui, on voit plein de bougies. Et il est quelque part à la campagne, Internet ne marche pas bien, puis il dit « Ah non, mais là, je suis dans ma famille parce que je prépare les bougies pour une cérémonie. Donc, il ne va pas travailler pour être quelques jours dans la famille pour préparer les bougies pour une cérémonie bouddhiste. » Ouais, hyper rigolo. Et puis le dernier point, c'est vrai qu'on oublie souvent, mais on a quand même, on est très gâtés en Europe, où en fait on fait un Zoom, c'est le milieu de l'hiver, donc pour nous, pour eux aussi, il fait très froid au Bhoutan en hiver, et donc Pema fait un Zoom, mais il est dans son bureau, mais il a une énorme veste parce qu'en fait le bureau n'est pas chauffé et que du coup il se caille. Et nous, on est tranquillou dans notre bureau. Voilà, alors on vous remercie déjà pour votre attention. Merci aux organisateurs, organisatrices de la conférence pour nous permettre de parler de cette étude très chouette. Merci aux enfants et aux familles qui ont participé à l'étude, aux enseignants de toutes les écoles, à nos collaborateurs, Kezang, Pema, of course, bien sûr, mais aussi nos collaborateurs aussi à Genève et Lausanne, donc Joséphine, Sarah, Camille, plus toute l'équipe. Et puis ceux qui nous ont permis aussi de faire l'étude, qui est l'Université de Lausanne, le Centre interdisciplinaire pour la recherche sur le sport. Voilà, merci beaucoup. Merci à Vanessa qui est vraiment le drive de cette étude. Bonjour, alors je ne suis pas Agathe Rivière, hein, je ne sais pas si vous étiez tous là, mais du coup il y a un empêchement, donc j'enchaîne directement sur un sujet complètement différent. Je vais vous parler de ce que j'ai fait durant ma thèse de doctorat, c'est-à-dire étudier les apports de l'oculométrie pour évaluer et entraîner des compétences socio-émotionnelles chez des enfants et adolescents en situation de polyhandicap. Alors, quand je parle, vu qu'on est quand même dans quelque chose de très global, je vais quand même faire une petite définition du polyhandicap, vu qu'on n'est pas du tout dans un congrès spécialisé là-dedans. Donc, quand je parle de personnes polyhandicapées, on parle vraiment de personnes qui présentent un dysfonctionnement cérébral qui est survenu très tôt dans le développement et qui va avoir vraiment des très grandes répercussions sur l'efficience intellectuelle, motrice et sur toute autre facette dans la vie. Mais on va vraiment retenir donc personnes qui ont une déficience intellectuelle et motrice combinées ensemble. Donc, au tout début de ma thèse, j'ai donc dû faire un peu un état des lieux sur cette population. Et il s'avère qu'en fait, c'est une population qui pendant des années et encore maintenant est énormément délaissée. C'est qu'à partir des années 2000 qu'on a commencé vraiment à avoir une sorte d'intérêt scientifique pour cette population. Et donc, du coup, à partir de ces années, on observe progressivement de plus en plus de travaux menés dans ce domaine-là, même si on reste sur un nombre extrêmement faible par rapport typiquement à l'autisme. En termes de nombre de recherches menées dans ce champ-là. Ce qu'on peut également noter, c'est que la très grande majorité des travaux menés dans le domaine du polyhandicap ont une visée vraiment fonctionnelle, on va dire. La plupart de ces travaux ont vraiment pour but d'améliorer la qualité de vie et notamment l'expression des choix de ces personnes en développant beaucoup de questionnaires, des questionnaires qu'on essaie de rendre le plus adapté possible pour essayer de mesurer, soit par leurs parents, soit par leurs proches, avec plein d'items, pour essayer vraiment de favoriser et de comprendre si la personne a mal, ou alors vraiment pour améliorer la qualité de vie, ou développer des procédures typiquement de proches, on regarde les réponses comportementales, par exemple en présentant des stimuli à la personne, pour essayer de voir si elle préfère, par exemple, du lait ou du jus d'orange le matin, et donc de développer des procédures pour toujours avec cette volonté d'améliorer l'expression de leur choix. Il résulte de cela qu'en fait le fonctionnement cognitif et surtout le développement psychologique de ces personnes est encore extrêmement peu étudié.
On peut notamment noter un consensus qui existe depuis 1994, donc qui est quand même vraiment vieux, qui a plus de 30 ans, mais qui est toujours actuel, où on estime le niveau global de développement de ces personnes comme étant égal ou inférieur à l'âge de 24 mois. Et ceci montre vraiment qu'il y a encore un vrai besoin d'améliorer le processus d'évaluation de ces personnes. Mais le problème, c'est que ce processus d'évaluation est extrêmement complexe. En fait, c'est une population pour laquelle on va avoir énormément de peine à pouvoir l'évaluer, parce qu'on va avoir vraiment des contraintes méthodologiques. On n'a pas accès au langage. C'est des personnes qui ne vont pas pouvoir faire des gestes, des gestes tout courts, et même de la motricité fine. Et donc, il y a vraiment encore cette importance de développer des nouveaux outils pour essayer de mieux les comprendre et essayer d'aller au-delà de juste un but fonctionnel, pour essayer de comprendre vraiment les processus sous-jacents. Oui. C'est donc ici que c'était vraiment le point de départ donc, de ma thèse. On s'est dit, nous, on voulait adopter une approche différente de ce qui existe. Donc, ce qui existe, je vous ai dit, c'est vraiment des procédures où on essaye d'obtenir des comportements d'approche ou d'évitement en présentant quelque chose, ou alors des questionnaires. Donc, nous, on a voulu faire quelque chose de différent. On s'est dit, on va utiliser ce qui fonctionne plus ou moins chez cette population, c'est-à-dire les yeux, donc leur regard. Et on s'est dit, on va utiliser cette entrée-là en utilisant des tâches expérimentales qui existaient déjà et qui avaient été développées dans le domaine de la petite enfance. Car les enfants, eux, contrairement aux personnes polyhandicapées, on arrive à mesurer leurs compétences dès la naissance, en tout cas de manière extrêmement précoce. Depuis une 50aine d'années, on arrive à étudier les bébés. Et donc, on s'est dit, on va utiliser ce qui existe et fonctionne avec les bébés, avec des personnes polyhandicapées. Donc, c'est des tâches qui existent. Et les tâches que j'ai retenues, c'est pour évaluer 6 compétences socio-émotionnelles que je vous présente assez rapidement. La première, c'était l'attention préférentielle pour le mouvement biologique. Donc, c'est cette capacité à s'orienter dès la naissance, de manière extrêmement précoce, vers des mouvements biologiquement plausibles. Donc là, typiquement, ce sera le petit marcheur à votre gauche par rapport à un mouvement non biologique à droite. La seconde, donc un peu dans le prolongement de la première, c'est l'orientation sociale. Donc c'est la préférence à s'orienter préférentiellement vers des mouvements socialement saillants. Donc cette fois-ci, c'est des petites capsules vidéo, il y en a plusieurs qui vont se suivre, avec un enfant et de l'autre côté une forme géométrique. Hein? Ensuite, je me suis également intéressée à l'exploration visuelle des visages, donc voir si on va retrouver cette préférence à regarder la zone des yeux par rapport à celle de la bouche. Et toujours en utilisant les visages, je me suis intéressée à la discrimination des émotions faciales. Je me suis également intéressée à l'attention conjointe avec des petites vidéos comme celle-ci où on a une actrice qui va regarder un des 2 objets devant elle. Donc il y a plusieurs vidéos, mais là je pense qu'il y en a qu'une, avec chaque fois 2 objets différents. Et les évaluations socio-morales, donc avec une adaptation du petit paradigme de la colline de Hamlin des collaborateurs, où on a un petit grimpeur qui essaye à plusieurs reprises de grimper sa petite colline et qui va être soit empêché soit aidé par un autre personnage à atteindre le sommet, et dans une autre situation, donc cette fois vous l'avez deviné, il va être empêché d'atteindre le sommet par un autre. Et donc bien sûr c'est randomisé, ou parfois ça va être l'inverse, et également les 2 personnages vont être également inversés. Voilà. Et à la fin, on présente les 2 personnages l'un à côté de l'autre. Voilà. Alors, j'en arrive aux objectifs principaux. Donc, mes 2 objectifs vraiment principaux, c'était dans un premier temps d'évaluer, donc d'essayer de développer un paradigme expérimental pour évaluer des compétences socio-émotionnelles chez ces personnes polyhandicapées. Et dans un deuxième temps, tenter de les entraîner. Donc, je vais pouvoir vous présenter plus en détail, mais vraiment de développer des logiciels ludiques pour vraiment essayer... maintenant qu'on a réussi à les évaluer, de vraiment entraîner ces compétences. Alors, je vous présente les 2 études que j'ai menées dans cette thèse avec mes co-directeurs. Je ne sais pas mentionner d'autres titres, mais donc c'est Yannick Courbat de l'Université de Lille et Édouard Argentat ici à Genève. Et donc, cette première étude, elle a investigué vraiment ce premier objectif qui était d'évaluer ces fameuses compétences socio-émotionnelles. Donc, notre but, c'était tout d'abord d'évaluer la faisabilité du paradigme expérimental que j'écris, que je vais vous montrer juste un peu plus tard. Dans un deuxième temps, bien sûr, d'utiliser ce paradigme pour évaluer les compétences, mais pas seulement. On voulait également examiner l'exploration visuelle de l'écran, avant même de regarder s'ils avaient des compétences, regarder s'ils regardent l'écran autant pour tous les stimuli. Et enfin, essayer de voir s'il existe des liens entre ces compétences qu'on va donc mesurer avec les yeux,
avec les compétences mesurées par justement un questionnaire papier que je vais également présenter si j'arrive. Donc au niveau des participants, j'avais 9 cas uniques polyhandicapés, donc je n'ai pas du tout fait d'études de groupe, c'était vraiment des cas individuels. Enfin, c'est une population extrêmement hétérogène. Ils ont tous été testés au sein de leur institution, qui était donc en France voisine, à Saint-Cyr-Ligny en France. Et j'avais différents groupes contrôle, mais dans cette première étude, j'avais eu un groupe contrôle de 32 enfants, avec un âge moyen de 24 mois, parce que c'est l'âge estimé, qui correspond à l'âge estimé de la population polyhandicapée. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis intéressée donc au regard, et plus précisément aux préférences visuelles, que j'ai donc mesuré, donc c'est le temps spontané de regard pour différents stimuli à l'écran, et qu'on a mesuré à l'aide d'un eye tracker, qui est donc cet appareil qu'on place sur l'écran. Et voici à quoi ressemblait le paradigme expérimental final. Tous les blocs sont présentés de manière aléatoire. Donc parfois, on pouvait commencer par les émotions, ce qui n'était pas vraiment une bonne chose, parce que c'est les seuls stimuli statiques, et c'était pas les plus attrayants, on va dire. Donc parfois, on avait vraiment une chute d'intérêt dès le début, donc ça, c'était pas très optimal quand ça arrivait. Mais voilà. La deuxième méthode qu'on a utilisée en parallèle, que j'ai brièvement abordée, donc c'est utiliser également donc un questionnaire papier. On a utilisé donc l'ECP, donc évaluation cognition polyhandicap, un outil récent francophone qui évalue 8 compétences cognitives. On l'a utilisé dans son intégralité pour établir les profils, mais au niveau des analyses statistiques, on s'est uniquement concentré sur les compétences attentionnelles et socio-émotionnelles. On a donc utilisé notre paradigme et on a pu observer 3 principaux résultats. Le premier, on a pu démontrer la faisabilité de notre paradigme. Ceci se traduit par le fait que la durée semblait adaptée. On n'avait pas du tout, donc on a regardé si on avait un effet de fatigue, donc on avait vraiment une durée adaptée. On ne perdait pas l'attention des participants. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que on n'a pas mesuré une seule fois les compétences des enfants. Pour faire un seul temps de mesure, on les a mesurés au moins 6 fois, 6 à 8, ça dépend. Parce qu'il y en a toujours qui avaient plus de prise en charge, et d'autres qui étaient moins disponibles. Moi, j'étais que 2 jours par semaine sur place, donc je faisais comme je pouvais. Donc pour avoir quelque chose de plus fiable, on les a vraiment mesurés 6 fois minimum, afin d'avoir des résultats plus consistants. Et donc, avec nos 6 temps de mesure par enfant, on a pu vraiment démontrer qu'il n'y avait pas d'effet de fatigue. Il n'y avait pas non plus d'effet lié au contenu, donc tous les stimuli étaient regardés de manière équivalente. Et on n'avait pas non plus un effet de la présentation, donc on n'avait pas par exemple un pic au 2e bloc, donc vraiment tous les stimuli étaient regardés de manière équivalente. On a pu mettre en évidence un certain nombre de compétences émotionnelles par enfant, donc d'établir des sortes de profils de compétences émotionnelles, avec la grande limite qui était que les préférences visuelles, le problème c'est que quand on n'a pas de différence significative entre un des 2 stimuli présentés significativement, donc si on n'en a pas un des 2 qui est plus regardé que l'autre, eh bien on ne peut pas conclure quelque chose. On peut juste dire il a l'air de regarder un plus que l'autre, mais ce n'est pas significatif. Donc malheureusement, dans beaucoup de cas, on avait on avait cette absence, on avait une tendance à regarder un plus que l'autre, mais on ne pouvait pas affirmer que c'était en tout cas significatif. Mais on avait quand même chez certains participants des préférences qui semblaient assez établies. Et enfin, on a pu, donc, au niveau donc, du lien entre questionnaire et puis données oculométriques, on avait tout d'abord une corrélation entre l'attention, donc les compétences attentionnelles, et puis le taux de regard sur l'écran. Donc plus ils regardaient l'écran pendant une séance, plus ils avaient également des compétences attentionnelles avec l'échelle élevée. Et on avait également une seule corrélation avec les compétences, et puis les compétences, entre les données oculométriques et puis les compétences socio-émotionnelles, c'était la tâche d'attention conjointe. Plus ils regardaient l'objet regardé par l'actrice, plus ils avaient également un score élevé sur cette compétence, sur la sous-échelle compétence émotionnelle. Hop. Donc, là maintenant je vous ai parlé donc, du paradigme. Donc, on a démontré que notre paradigme semblait faisable. Il avait certaines limites. Je ne vous présente pas l'étude au milieu où en fait on a révisé ce paradigme en fonction des différentes limites. On avait typiquement l'attention conjointe qui posait des problèmes. On a par exemple zoomé les vidéos. Et je passe directement maintenant à la deuxième étude que j'ai envie de vous présenter, qui est cette fois vraiment sur l'entraînement. Donc, Donc cette fois, l'objectif c'était, donc on a notre paradigme qui semble en tout cas fonctionner pour évaluer, et maintenant on s'est dit, maintenant on veut essayer de les entraîner, ces compétences. Donc on a mis en place une phase d'entraînement sur une année, vraiment de janvier à... sur une année.
Et puis donc, je vais venir plus en détail là-dessus. Quand je parle donc de phase d'entraînement, c'est un entraînement massif. Ils avaient entre 1 à 5 séances par semaine pour un total de 400 à 100 séances par jeune. Il y a cette grosse différence parce que toujours, il y en a qui ont beaucoup plus de prise en charge et donc sont nettement moins disponibles. Il y en a avec qui on fait des séances beaucoup plus courtes parce qu'ils ont une fenêtre d'attention vraiment beaucoup plus courte que d'autres. Et voilà. Et donc j'ai un petit tableau comparatif pour qu'on ait bien en tête la différence entre évaluation et entraînement. Donc dans les séances d'évaluation, donc il va y en avoir 2. On oublie la précédente. Donc évaluation, la première étude, on va dire que c'était temps 0. Là, on a modifié le paradigme. Donc maintenant, on a un T1 juste avant l'entraînement. Et donc au niveau du matériel, on a vraiment déjà un dispositif d'eye tracking qui était vraiment destiné à la recherche. Donc très onéreux et destiné uniquement en fait à mesurer du temps. Et puis un paradigme expérimental qui était vraiment identique pour tous les participants. C'était vraiment standardisé, tous les participants voyaient les mêmes stimuli. Dans les séances d'entraînement, ils avaient vraiment des eye trackers de type manette de jeu qui permettent vraiment en fait de remplacer la souris. Donc c'est complètement différent. Donc cette fois, on peut vraiment prendre le contrôle de l'ordinateur avec les yeux. Et puis au niveau du contenu, cette fois, c'était une palette de différents logiciels. Je vais vous présenter quelques-uns. Je vais vérifier. Ouais. Et c'est chaud. Et voilà, le contenu du coup des séances, il n'était jamais planifié à l'avance. C'était pas du tout, donc on n'est plus du tout dans cette approche standardisée où on veut que tout le monde ait la même chose. Là, c'est beaucoup plus libre. Et justement, au niveau du positionnement de l'expérimentateur, dans l'évaluation, déjà, l'expérimentateur, c'était tout simplement moi. J'arrivais en fait avec mon matériel, je ne laissais pas sur place, c'était vraiment mon dispositif de kilométrie du labo. J'arrivais, je faisais mes séances et j'essayais vraiment d'adopter une approche, d'être la plus neutre possible, de vraiment intervenir, pas du tout, en tout cas le moins possible, ça si vraiment j'avais besoin. Et j'étais placée vraiment en dehors du champ de vision de l'enfant, il ne me voyait pas, l'enfant l'adolescent. Dans les séances d'entraînement, là, c'était complètement différent. Donc déjà, c'était pas que moi, ça pouvait être tous les éducateurs du centre également, parce que cette fois, les eye trackers étaient sur place, il y en avait plusieurs en plus, et les logiciels étaient également sur place. Donc, ils n'en ont pas fait énormément, mais ils pouvaient les faire, les séances, si vous voulez. Il y avait des feuilles de passation, donc ils notaient en tout cas ce qu'ils faisaient. Et l'idée, c'était vraiment d'être placé à côté de l'enfant, comme sur la photo, là, donc on n'est plus du tout caché, on est vraiment en interaction avec lui. Et on essaye vraiment d'interagir, d'être le plus ludique possible, de l'aider quand il n'explore pas tout l'écran, de lui montrer où regarder. Donc vraiment, l'idée, c'était de rendre ces séances ludiques et interactives. Donc, quelques petits logiciels. Donc, on a 3 différents types. Le premier, c'était en fait un logiciel qui existe, Gazeplay, qui est en libre accès sur Internet, et qui a aussi tout le code en libre accès, donc qui permet vraiment d'être personnalisé. Et voici 3 exemples de jeux. Donc ça c'était vraiment pour, en dehors des compétences émotionnelles, c'était vraiment déjà juste pour explorer l'écran. Donc on a un écran tout noir. Ah, j'ai pas testé le volume, ça va, j'ai eu peur. Et donc avec ses yeux, il explore l'écran. Et là, l'avantage, c'est que ça va s'auto-finir. Voilà, il faut pas forcément tout faire. Donc ça, c'est juste vraiment pour essayer de motiver l'enfant à aller regarder vraiment tout l'écran. Parce qu'on a vraiment ces enfants qui ont tendance parfois à bloquer leur tête d'un côté et à aller regarder qu'en haut à gauche. Là, c'était vraiment essayer de maximiser tout l'écran avant même de vouloir essayer de leur faire regarder un visage en particulier. Il y avait le petit memory, donc là, c'est moi qui ai mis intégrer les visages. On pouvait paramétrer combien on voulait le visage sur l'écran. Et là, donc ça, c'est un vrai enfant qui regarde la capture qu'on a. Et donc, d'essayer d'aller apparier les visages. Là, il va y arriver. Voilà. On pouvait faire la même forme fermée, donc là il n'y en a que 4 parce que c'est plus compliqué, mais avec certains, un en particulier, ça marchait bien. Voilà, bon là c'est très simple, mais voilà. Et le dernier qu'on a également personnalisé, donc là on dit bien sûr à haute voix la question, où est le visage en colère? Où est le visage en colère? Donc là vraiment on essaie de l'encourager, il est où le visage en colère? Et voilà, et puis là il y a la petite animation, bravo. Attention Eye, donc ça c'est un logiciel en fait qui est un groupe d'étudiants de master de l'université de Genève m'ont développé dans le cadre de leur cours de jeux vidéo. Je check juste, oui ça va. Je crois pas que je vais avoir le temps de tout vous montrer, mais là, oui, allez, soyons fous. Donc là on essayait, donc chaque fois là il fallait l'accompagner de son parce qu'il est quand même un peu rudimentaire. Donc là il disait vraiment regarde le personnage le patineur, alors en l'occurrence la personne qui fait de la guitare. Et quand il le regarde, ça valide.
Là, on a le lien entre prosodie émotionnelle et émotion qu'on n'avait pas dans nos compétences, mais qu'on a mis là. L'attention conjointe, c'est une compétence qu'on n'avait pas avec Guestplay, donc c'est assez utile. Donc là, il faut regarder celui qu'elle essaye de montrer avec, de manière très très insistante. Hein. Voilà. Le jugement moral, donc là, il fallait vraiment l'accompagner avec une phrase. On disait, oh, regarde-le, il est mouillé, enfin, il faut l'aider à rentrer. Et en fait, dès qu'il le regarde, il se mettait à courir, en fait. Il a tout de suite regardé, donc il a tout de suite couru. Et enfin, une petite adaptation du paradigme donc, de la colline d'avant, où en fait, avec ses yeux, il va pouvoir choper, il va le faire. Voilà, bon. Et en fait, il ne faut pas juste le choper, il faut le pousser avec le regard vers le bas ou vers le haut. Et on a personnalisé pour enlever le son, parce que ça faisait très peur à certains, et enlever également les sourires s'il fallait, vu que de base, il n'y a pas avant de même de faire l'action de sourire gentil ou méchant. Alors ça, c'était pour faciliter. Et aussi, de manière aléatoire, le sens de la colline s'inverse, de manière à ce qu'il a plus de facilité à faire, parce qu'il se demande vraiment un contrôle oculaire de faire ce mouvement vers le haut. Donc quand on inverse la colline, c'est peut-être plus facile pour certains de le faire dans l'autre sens. Donc, résultat, nickel. Résultat, donc, on a donc fait notre phase d'entraînement d'une année. À la fin, on a refait une phase d'évaluation. Au terme de la phase d'évaluation, on a pu vraiment remarquer que l'attention, donc le temps qui passait à regarder l'écran, était significativement plus élevé après l'entraînement qu'avant. On a également mesuré des progrès sur au moins une compétence, donc ça c'était chez une participante en particulier, mais ça allait jusqu'à 5 compétences sur 6, qui avait significativement augmenté à T2. Et puis, oui, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est pas juste entre guillemets lié au développement au cours d'une année, on pense, parce que si on compare les scores à l'ECP qui avait été fait avant l'entraînement, une année avant, donc à T0, il y a une augmentation de T1 et T2 à l'échelle ECP qui est vraiment plus importante qu'entre T0 et T1, qui était aussi une année avant, donc à chaque fois une année d'intervalle. En termes de limites, la grosse limite, c'est qu'en fait, on s'est juste concentré sur T1 versus T2. On n'a pas, et c'est l'objectif maintenant, c'est cet été, je vais essayer de traiter ces données-là, regarder pour chaque jeu où c'est faisable, s'il y a une augmentation, la courbe d'apprentissage individuelle sur chaque jeu. Moi, je le sais qu'il y en a parce que je remarque bien au niveau de mes données, mais on n'a pas de papier là-dessus encore. Et on n'a pas non plus de suivi longitudinal au-delà de T2, parce que j'ai plus du tout contact avec le centre, la direction a changé, il n'y a plus aucune personne qui travaillait à l'époque qui est encore au centre maintenant. Et donc les perspectives, ça montre vraiment l'intérêt de cette technologie d'eye tracking qui pourrait servir pas juste à... qui pourrait vraiment être un outil non seulement pour l'évaluation, mais également pour l'intervention. Mais ça montre aussi vraiment la nécessité de former les éducateurs sur le terrain à cette technologie, à l'utiliser, et donc vraiment de développer beaucoup plus de collaboration entre chercheurs et laboratoires. Je ne vais pas dépasser sur la suivante, donc j'ai 3 minutes de questions. Bonjour, donc moi je vais vous parler de l'apprentissage des compétences émotionnelles en maternelle, et je vais vous parler d'une recherche collaborative que nous faisons du côté de la recherche avec Anne Lafay, et une collaboration aussi avec Lara O'Haro à l'ENS de Lyon, du côté de Mulhouse, enfin c'est des collaborations un petit peu particulières, et surtout Sonia Angonin qui est conseillère pédagogique et qui coordonne ce travail que l'on fait avec les enseignants, donc et coordonne pour les enseignants. Donc Emotimat et Regulamat, ce sont 2 projets de recherche en sciences cognitives qui regroupent à la fois les préoccupations des chercheurs et des enseignants. Je veux aujourd'hui surtout vous parler de la recherche en régulation, donc Regulamat. Alors il faut savoir que la connaissance des émotions et les capacités de régulation émotionnelle sont reliées à un ensemble d'autres capacités, donc des processus cognitifs qui peuvent être des processus perceptifs, attentionnels, langage, mémoire, des processus décisionnels. C'est relié aussi à du fonctionnement exécutif. C'est relié à la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la compréhension des états mentaux d'autrui, et puis c'est relié aussi, en particulier pour la régulation émotionnelle, à des capacités d'empathie. Et en fait, l'ensemble de ces processus sont eux-mêmes des processus impliqués dans les apprentissages.
Alors ce projet Régulamat, il fait suite à un premier projet qu'on avait mené, qui était le projet Emotimat, dont je ne vais pas vous parler ici, vous pourrez nous questionner, mais on n'a pas trop de temps pour ça. Je veux directement vous parler de ce projet Régulamat. Donc cette partie du projet, elle est centrée sur l'apprentissage de la régulation émotionnelle en maternelle. Ça s'adresse à des enfants de moyenne section et de grande section. Donc l'intérêt de travailler la régulation émotionnelle en maternelle, bien évidemment, c'est favoriser l'adaptation, le bien-être de vie des enfants. C'est un peu les intérêts directs, mais il y a aussi des intérêts qui peuvent être plus indirects, qui sont en lien avec ce que je viens de présenter tout à l'heure, quand on sait que la régulation émotionnelle, elle est liée au contrôle exécutif, à la théorie de l'esprit, à la capacité de décentration, l'empathie, que ça peut aussi être lié aux apprentissages. Au final, on peut se dire que travailler la régulation émotionnelle, ça peut peut-être aussi permettre d'améliorer ces aspects-là. Donc, je vais un petit peu vous parler de régulation émotionnelle, donc pas très longtemps. Donc, on va parler un petit peu donc, du modèle de Gross, la génération d'émotions et les principaux types de stratégies qu'on peut utiliser pour réguler ces émotions. Alors, en fait, on peut envisager ces stratégies dans le temps, sur cette boucle-là. En fait, on peut se dire que pour réguler ces émotions, on peut déjà sélectionner la situation. C'est-à-dire, on peut déjà choisir de se mettre dans une situation ou non. Par exemple, cette personne est désagréable, mais je ne vais pas la voir, je l'évite. Donc ça, on sélectionne la situation. Une autre façon, c'est de modifier la situation. C'est-à-dire que là, on est déjà dans la situation, mais on essaie de la modifier. Cette personne est désagréable. D'accord, je choisis d'interagir avec elle, mais je veux maintenir certaines distances, je vais un petit peu m'en méfier. Donc là, je modifie la situation. Une autre façon, c'est le déploiement attentionnel. On est toujours dans la situation, mais on va porter son attention sur certains éléments plutôt que d'autres. Je vais détourner mon attention des choses déplaisantes que cette personne est en train de me dire, déploiement attentionnel. Une autre stratégie qui a été beaucoup étudiée dans la littérature, c'est le changement cognitif, c'est la réévaluation ou la modification de la signification de la situation. Je peux interpréter le défaut qui vient de m'être signalé comme une sorte de qualité. Par exemple, si on me dit « je suis obstinée », je peux me dire « si on me dit ça, c'est parce qu'on a bien vu que j'étais bien déterminée, que j'avais la volonté à faire ce que je voulais, etc. » Et puis, une autre façon, c'est de moduler sa réponse. Moduler sa réponse, c'est ce qu'on appelle la suppression émotionnelle. On est déjà dans l'émotion et on va essayer de décroître l'expression de l'émotion. C'est coûteux et ça ne réduit pas l'expérience émotionnelle, ça réduit juste l'expression. Et voilà, en fait, il n'y a pas véritablement de changement, par exemple, au niveau de l'amygdale. Cette personne m'a dit quelque chose qui m'a énervée, je vais essayer de respirer profondément pour me calmer, pour faire un petit peu le tour de tout ça. Alors en fait, ces différentes stratégies sont plus ou moins efficaces selon le contexte et selon le moment d'intervention. Ces différentes stratégies, on peut les travailler avec les enfants. Et la question se posera de savoir, quand on étudie le développement, c'est est-ce que les enfants se développent en devenant autonomes dans l'usage des stratégies, c'est-à-dire, c'est un petit peu intuitif de dire ça, au départ, les enfants régulent en demandant l'aide des autres, donc des stratégies interpersonnelles, puis peu à peu, ils accéderaient à des stratégies intrapersonnelles, comme celles qui sont décrites ici. Ou est-ce que le développement, c'est plutôt justement une adaptation en fonction du contexte, c'est-à-dire on s'en fiche un peu de savoir si c'est interpersonnel ou intrapersonnel, mais dans toutes les stratégies possibles, toutes celles-ci qui sont intrapersonnelles, plus d'autres interpersonnelles, est-ce que les enfants comprennent dans quel contexte ces stratégies sont mieux adaptées et est-ce qu'ils sont capables de choisir leur stratégie en fonction du contexte. Donc voilà, c'était un défi un petit peu compliqué. On voulait donc apprendre aux jeunes enfants à réguler leurs émotions. Donc c'est une recherche collaborative. Donc recherche collaborative, ça veut dire qu'on co-construit avec les enseignants un programme
Et donc, cette co-construction du programme, ça va prendre toute une partie de l'année. Si on a travaillé de octobre jusqu'à fin novembre pour co-construire le programme, ça veut dire qu'il y avait un apport des chercheuses qui ont présenté les repères développementaux, qui ont défini la régulation émotionnelle, et qui ont évoqué les choses qu'il fallait prendre en compte dans l'intervention. Les enseignants ont aussi partagé leur expérience, leur expertise. En particulier, on avait déjà des enseignantes qui avaient participé au projet initial Emotimat, donc ils avaient déjà une certaine expertise sur l'apprentissage des émotions maternelles. Puis donc, on a construit cette séquence pédagogique. Donc voilà, cette séquence pédagogique, donc on l'a co-construite, on a commencé par une phase tous ensemble, et puis après ça a été continué par les enseignants sous la supervision de Sonia Angona. Et puis ensuite, donc, on a aussi construit de notre côté les tests pour tester les effets de cette intervention, et puis on a administré ces tests en décembre, ces pré-tests. Ensuite, les enseignantes ont mis en place les séances au sein de leur classe de janvier à mars, les différentes séances de régulation. Et puis ensuite, on a post-testé pour regarder s'il y avait des progrès. Alors, je vais donner la parole à Sonia parce que c'est vraiment elle qui a supervisé la co-construction du côté des enseignants. Donc, elle va expliquer les principes du programme. Donc du coup, au niveau des enseignantes, une fois que toute la partie théorie a été administrée, après se pose la question de comment est-ce que je peux le faire réellement dans ma classe et qu'est-ce qui est possible ou non de faire. Donc du coup, on a construit une quatrième séquence qui se base sur les 3 principes en fait de développement des émotions et de la régulation, à savoir reconnaître l'intensité d'une émotion face à une situation, apprendre aux enfants en fait qu'il existe une intensité des émotions, déjà c'est pas évident. Après leur apprendre qu'il existe des stratégies de régulation, et nous pour le coup on s'est plutôt axé sur le développement et sur la prise en compte des stratégies interpersonnelles et intrapersonnelles qui nous au sein de l'école nous semblaient particulièrement pertinentes justement pour la relation aux autres. Et ensuite, comment est-ce que l'on peut un petit peu fictivement réguler une émotion en faisant appel à une stratégie. Et ce qui nous a intéressé, c'était d'avoir tout ce programme dans le contexte de la classe et dans le contexte de l'école. Donc toutes les situations qui vont être proposées aux élèves vont se référer à ce qu'ils vivent au sein de l'école. On a créé du coup 8 séances donc, dans cette séquence. Sur les 3 premières séances, les élèves avaient à apprendre le vocabulaire spécifique lié aux émotions. Les émotions étant toujours travaillées conjointement 2 à 2. Donc par exemple la joie avec la tristesse, la colère avec la peur, etc. Et on a laissé deux émotions, le dégoût et la surprise en facultative, que ce sont 2 émotions qui sont quand même moins impactantes dans la vie de l'école. Donc la première partie, l'identification de l'intensité avec le vocabulaire qui était lié. La séance 4 et la séquence 5 sur la découverte des stratégies de régulation sur le modèle que vous a présenté Carole juste avant, donc en découvrant les différentes stratégies. Une séance qui pour nous était très importante et qui permet de la métacognition qui est sur la catégorisation des stratégies en inter et en intrapersonnel. Et les séances 8 qui est sur de l'appropriation et du réinvestissement sur des situations de classe. Alors, les enseignantes les ont testées en 2023-2024 et puis là, juste il y a à peu près un mois, en fait, on a fait un retour et on a de nouveau modifié le livret par rapport à ce qu'il était initialement, surtout en remettant une première séance d'acquisition du vocabulaire avant même de commencer à parler d'intensité. Parce qu'on sait que l'acquisition du vocabulaire est extrêmement compliquée. Du coup, on a commencé par le faire en décroché avant de le réinvestir sur l'ensemble des séances. Voilà, c'est la principale modification. Le but du jeu pour nous, du côté des enseignants, c'est de pouvoir fournir en fait un outil qui soit réutilisable par l'ensemble des enseignants, qu'ils aient participé ou non à ce programme. Alors moi, peut-être un point sur lequel je voudrais insister, c'est
vous nous apportez énormément de contenu théorique. C'est hyper enrichissant ce que vous faites, vous, du côté de la recherche. Mais nous, du côté enseignant, on n'a pas le temps de vous lire. Et parfois, vous n'êtes pas compréhensible. Et du coup, on a essayé un petit peu que ces deux mondes, en fait, se rencontrent. Et une des façons de le faire, c'est par les recherches collaboratives, parce qu'on travaille ensemble, mais aussi à réfléchir par des infographies qu'on met maintenant en début du livret sur qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que nous dit la recherche qu'il ne faut pas qu'on loupe. Ce n'est pas des grandes phrases, ce n'est pas des choses énormes à lire, mais c'est au moins des points d'attention. Et ça, c'est les enseignantes qui nous l'ont dit sur le premier livret. Moi, je ne lis pas, je n'ai pas le temps. Mais par contre, il faut le prendre en compte pour que les séances elles soient efficaces. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ça soit efficace? Voilà, puis après, bon, bah, il y a tout ce qui est, entre guillemets, un petit peu classique dans nos séances que l'on propose aux enseignants. Voilà, donc une description, ça correspond à des choses. Donc, par exemple, sur le vocabulaire, on a amené, c'est une des séances qui était proposée, on amène les enfants, en fait, à apprendre du vocabulaire spécifique d'intensité des émotions, à le placer sur une échelle d'intensité des émotions, pour avoir de plus en plus de vocabulaire, pour en fait mieux pouvoir le décrire et mieux comprendre l'autre. Donc voilà, ça c'est des types de supports que l'on a. Stratégie de régulation, je peux le faire tout seul, j'ai besoin des autres. Il y a des outils qui ont été développés et des dessins qui sont libres de droit. Et nous, ce qui nous importait aussi, c'est en fait le côté discussion et prise en compte des stratégies des autres. C'est-à-dire que moi, je peux avoir une façon de réguler mon émotion, mais ce qui est important à comprendre, c'est que l'enfant qui est à côté de moi, il peut ne pas avoir la même stratégie. C'est pas grave, il va utiliser une stratégie qui est adaptée pour lui. Et en fait, c'est toute cette discussion et tout ce débat qu'on amène auprès des élèves qui nous semble en fait le plus important dans ce qu'on a développé en tous les cas. À toi. Alors voilà, donc du coup, il fallait aussi évaluer les effets de ce programme. Et donc, on a évalué les effets de ce programme sur un certain nombre de choses que je vais vous montrer ici. Déjà, on a évalué les effets de ce programme sur la compréhension des émotions et sur la perception des émotions. Alors, je vous ai fait un petit descriptif des épreuves. Sur la compréhension des émotions, on a par exemple la première image, qu'est-ce que l'enfant ressent quand un chien lui aboie dessus. Donc, il faut qu'il fasse l'inférence de l'émotion. Ensuite, on avait des épreuves de reconnaissance d'affect, comme celle-ci. Quel est l'enfant qui ressent la même chose que celui qui est en haut? Donc, vous pouvez voir que c'est des épreuves qui sont plus perceptives, du coup. Et puis, on avait une épreuve un peu originale qu'on a mis au point, qui est des épreuves de perception de l'intensité des émotions. C'est-à-dire, quel est l'enfant qui est le plus triste ou quel est l'enfant qui est le moins triste dans cette image. Et ça, c'est très en lien avec ce qui était travaillé dans le programme, parce que c'est ça aussi la régulation émotionnelle. C'est pas juste avoir une émotion, c'est comprendre qu'on l'a trop fort, ou comprendre à quel point on a cette émotion. Donc déjà, on avait postulé qu'on pourrait avoir des effets sur ces compétences émotionnelles-là. Et puis, dans ce que Sonia vous a présenté, il y a beaucoup de débats, de prise en compte de l'autrui, de comment ferait autrui, du ressenti d'autrui, etc. Donc on s'est dit aussi que notre programme, il pouvait être efficace sur la théorie de l'esprit et la décentration. Donc on avait des épreuves, donc, par exemple on a eu une épreuve de fausse croyance type Sally et Anne, vous savez, je ne dis pas cette épreuve, une épreuve comme celle-ci où par exemple on demande ce que fait ce personnage, donc il faut que l'enfant invoque un état interne et réfléchit, quelque chose de cet ordre-là. Et puis des épreuves vraiment de décentration perceptive. Qu'est-ce que voit la petite fille quand elle voit ce personnage, donc parmi ça, et qu'est-ce que voit le petit garçon parmi ça. Une épreuve difficile, maternelle. Et donc on se demandait dans quelle mesure notre travail sur la régulation émotionnelle, ça pouvait aussi avoir des effets sur ça. Et puis, on a aussi évalué par questionnaire, c'est-à-dire on a utilisé un questionnaire hétéro-rapporté avant l'intervention et après l'intervention, qui était ce questionnaire de Nader Grosbois, qui inclut une échelle de régulation émotionnelle et une échelle de dysrégulation. Puis, pour aller un petit peu plus loin, on a aussi ajouté nos propres questions d'empathie et de théorie de l'esprit. Voilà.
Donc, en fait, ça, c'est les enfants sur lesquels on a travaillé juste pour ce programme-là, donc ceux qui sont en rouge. Ce qu'on a cherché à faire, pour faire rapidement, c'est qu'on a cherché les corrélations entre toutes les épreuves émotionnelles, pour voir dans quelle mesure elles étaient reliées. Les corrélations entre les épreuves émotionnelles, ici, et de théorie de l'esprit, d'inhibition, et puis les échelles. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a cherché à tester l'efficacité du programme, c'est-à-dire qu'on a voulu regarder l'évolution des progrès entre le pré-test et le post-test dans le groupe qui avait eu l'intervention et dans un groupe contrôle qui n'avait pas eu l'intervention, mais qui avait passé le même temps avec leur enseignant et qui avait aussi travaillé sur les compétences émotionnelles, puisqu'elles sont dans, je redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie du programme de maternelle. Donc ça, c'est pour l'étude des corrélations, je vais passer rapidement dessus. Au final, ce qu'on trouve, c'est surtout ça, c'est que l'épreuve qui corrèle vraiment avec toutes les autres, c'est l'épreuve de compréhension des émotions qui corrèle avec quasiment tout le reste. Et puis, une épreuve aussi entre la théorie de l'esprit et l'intensité des émotions. On va plutôt se focaliser maintenant sur les effets de l'intervention en soi. Alors, j'ai plein de résultats là, mais ce qui nous intéressera toujours, c'est la même mesure, c'est est-ce qu'il y a plus de progrès entre le pré-test et le post-test dans le groupe expérimental ou dans le groupe d'intervention que dans l'autre groupe. Sur la compréhension des émotions, donc là je vous ai mis les analyses statistiques, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des progrès chez les moyens dans le groupe de régulation, mais c'est les mêmes progrès qu'on a dans le groupe contrôle. Et pareil chez les grands. Donc, on peut dire que les enfants s'améliorent entre le début de l'année et la fin de l'année, mais ce n'est pas lié à notre intervention. On ne peut pas affirmer que c'est lié à notre intervention. Sur l'épreuve de reconnaissance des émotions, on va dire la même chose. Il y a des progrès, mais qui ne sont pas liés non plus à l'intervention. Ça, ce n'est pas vraiment surprenant, parce que c'est une épreuve très perceptive. Donc, voilà. Sur l'épreuve de perception d'intensité des émotions. Alors là, on a des choses qui sont vraiment intéressantes. On a une interaction, et c'est-à-dire que, effectivement, ici, on a des progrès dans le groupe d'intervention qui sont supérieurs aux progrès qu'on a dans le groupe contrôle. Et ensuite, on a fait des analyses un petit peu plus détaillées pour regarder si ces progrès ils intervenaient plus quand on interroge sur le sens plus, dis-moi celui qui est le plus content, le plus triste, que quand on interroge sur le sens moins content ou moins triste. Donc les enfants, ils ont progressé grâce à notre intervention quand c'était dans le sens plus, mais pas dans le sens moins. Alors au départ, ce truc-là, c'est juste là-dessus que je veux peut-être un peu terminer, ça nous a semblé un peu bizarre, parce que en fait, ici, on interroge les enfants dans le sens plus, et ici, on les interroge dans le sens moins. Et vous voyez que les performances dans le sens moins, elles sont moins bonnes que dans le sens plus. Donc, on pouvait se dire, c'est là-dessus qu'on les ferait progresser. Mais au final, on n'a pas eu d'impact là-dessus. Sur quoi on a eu des impacts, c'est sur le sens plus. Alors, on s'est interrogé. Et puis, si vous vous rappelez de ce que Sonia vous a présenté tout à l'heure, en fait, en maternelle, quand on travaille le langage et quand on travaille l'intensité des émotions, c'est un peu naturel, intuitif de dire oh, on est excédé, on est exaspéré, les termes qu'on utilise, c'est beaucoup des termes qui sont des termes qui vont dans le sens plus. En fait, c'est beaucoup plus difficile à intégrer des termes dans le sens moins pour l'enfant. Donc ça, ce serait peut-être ce sur quoi il faudrait peut-être continuer ou développer peut-être l'intervention, mais en tout cas, ça montre quand même que c'est très fortement lié à tous les aspects de langage qui ont été travaillés. Et c'est intéressant d'un point de vue général en psychologie, parce qu'on sait que la formation des concepts, elle est très liée au langage, et là, c'en est, je pense, une démonstration assez jolie. Donc voilà, on a eu cet effet-là. Et puis, l'autre résultat intéressant, c'est qu'on a eu aussi des effets sur alors on va dire sur le score composite de théorie de l'esprit, c'est-à-dire que quand on a regroupé toutes les épreuves qu'on a utilisées, fausses croyances, décentration, le personnage ici,
eh bien, on a un résultat qui est significatif sur l'interaction, qui est à 0,05, donc on est limite, mais c'est significatif, c'est-à-dire que les enfants qui ont eu notre intervention ont plus progressé sur tous ces aspects regroupés de théorie de l'esprit que les enfants qui n'ont pas eu notre intervention. Voilà, donc là on a fait... Moi j'étais un petit peu gênée parce qu'il y avait deux aspects de cette théorie de l'esprit. Il y avait des choses un petit peu plus perceptives, l'épreuve de la statue, et puis il y avait des choses qui étaient plus sur l'inférence des intentions, des états mentaux. Alors quand on fait une sorte de découpage, on perd de la puissance statistique. Du coup, sur les intentions et les états mentaux, on dépasse le seuil de signification, c'est-à-dire on ne peut plus affirmer que c'est significatif, d'accord, on est à 0,07, il y a une tendance, et sur l'épreuve perceptive, on n'a plus rien en fait, d'accord. Donc en fait, si on considère la mesure composite de tout ça, ça marche. Mais si on isole spécifiquement, on perd un petit peu les effets. Voilà, ça, je ne veux pas trop vous en parler. C'est toutes les échelles qu'on a utilisées, parce que je ne vous présente pas aujourd'hui les mesures des échelles. Ça, c'est pareil, c'est pour voir un petit peu où sont les confusions en fonction de l'âge, mais je pense qu'on n'a pas trop le temps. C'était pour s'il restait du temps, ça. Donc, en fait, les conclusions sur l'efficacité du programme, c'est qu'on a des mesures sur les épreuves émotionnelles qui montrent une efficacité du programme dans l'épreuve de jugement d'intensité des émotions. L'efficacité est montrée sur le jugement d'intensité dans le sens plus, et pourtant les jugements qui posent le plus de difficultés aux enfants, c'est les jugements dans le sens moins, et donc on a fait l'hypothèse qui certainement ça pouvait être lié au lexique qui est travaillé dans des séances. Et puis sur les mesures de généralisation, donc on a une efficacité qui est montrée sur le score composite de théorie de l'esprit. On n'a pas de résultat sur l'épreuve d'inhibition. On avait une épreuve d'inhibition qui était l'épreuve jour-nuit, mais en fait on a eu du mal à l'administrer ces épreuves jour-nuit pour les jeunes enfants. On a beaucoup d'enfants qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Voilà, je vous remercie pour votre attention.